L'Égypte et la Sierra Leone, c'est des pays qui ont connu une longue guerre civile. Donc la guerre civile a détruit beaucoup d'infrastructures. Ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures. Médecins Frontières m'a dit par exemple il y a 2 mois, on a 150 lits, on avait de 800. Donc quand on a 150 lits, on envoie les autres. Mais j'ai dit, mais si vous envoyez des malades, non seulement ils meurent, mais ils infectent d'autres. Mais président, qu'est-ce qu'on va faire? On a 150 lits, on ne peut pas. Bien merci aujourd'hui, les États-Unis sont en train de construire 17 centres de sang, ça fait 1700 places. L'Ebola, nous n'avons pas su d'abord. On est en train de chercher qui est le citoyen zéro, c'est-à-dire la première personne infectée. Et aussi, réellement, d'où vient l'Ebola? Parce qu'il n'y a jamais eu d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Bon. Donc, il y a un médecin de Guéridou qui a soigné. Il est tombé malade. Il a été à Massanta. Son collègue qui l'a soigné, tous les deux sont morts. Et là, vous savez, chez nous, quand les malades sont morts, on embrasse le mort, on les accompagne. Donc, ça a infecté. On ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Les gens sont venus à Conakry, à l'hôpital Kipé. Les médecins qui les ont soignés sont morts. C'est en ce moment qu'on a envoyé la souche à Dakar, à l'Institut Pasteur. Et c'est à ce moment qu'on a su qu'il y avait l'Ebola. Donc si on avait un centre de recherche, on aurait tout de suite vu et on aurait sécurisé la sous-préfecture, comme Sassou l'a fait au Congo. Il a sécurisé la sous-préfecture, personne n'est sorti. On les donne à manger, on les accompagne et la maladie s'arrête là. Donc, c'est pourquoi, dans tout mon combat, j'ai demandé 4 choses. D'abord, qu'on nous aide à mettre fin à l'Ebola le plus tôt possible. Deuxièmement, qu'on nous aide à renforcer notre système sanitaire pour qu'à l'avenir on soit capable de faire face à n'importe quel virus nous-mêmes, qu'on n'ait pas besoin que les gens viennent de l'extérieur. Troisièmement, l'Ebola a beaucoup d'effets sur notre économie, sur les recettes, les hôtels sont vides, les gens ont fui, etc. Donc il y a un budget conséquent pour faire face à cela. Le quatrième, c'est l'information, la communication. Lors du sommet États-Unis-Afrique, je repousse à l'OMS et aux médecins sans parti, pourquoi vous n'avez pas dit aux malades dès le début qu'on ne meurt pas nécessairement? Si tu as quelqu'un qui est malade qui ne meurt pas nécessairement, pourquoi vous devez qu'il aille à l'hôpital? Ça, c'est la première erreur des organisations santé. Il faut dire, si vous êtes malade, si vous êtes pris à temps, vous avez 80% de chances de guérir. Comme ça, quelqu'un sent, il va à l'hôpital. Mais s'il pense qu'ici va à l'hôpital, ça ne sert à rien. Pourquoi il va aller? Deuxièmement, il y a une communication qui crée une panique irrationnelle. J'ai dit à l'OMS dernièrement, au Libéria, il n'y avait pas de centre, les gens mouraient. D'accord. Maintenant qu'il y a des centres, vous dites que ça va exploser. Mais c'est un non-sens. Quand il n'y avait pas de centre, les gens mouraient. Maintenant qu'il y a des centres, on dit que le nombre va augmenter. Ça, c'est pour faire beaucoup de bruit pour avoir le maximum d'argent possible. Nous, ça ne nous intéresse pas. Moi, mon agenda, c'est finir l'Ebola le plus tôt possible à cause des contrats, ça, c'est mon économie. J'ai vu, on a dit que la France a 20% de chances d'avoir d'Ebola. Mais moi, on va d'Ebola où? Le seul vol, c'est en Guinée. Personne n'est parti de Guinée et changeant d'Ebola quelque part. Air France a 7 vols par semaine. Royal Maroc a 7 vols. Air Bruxelles a 3 vols. Le Mali n'a jamais fermé ses frontières. Quel est le cas de la petite fille? La dame est décédée. Vous savez, dans nos coutumes, quand vous avez un parent qui meurt au Mali ou au Sénégal, vous allez présenter des condoléances. C'est tout à fait normal. Mais en partant, à notre institut, j'ai emmené le bébé. Mais c'est avant-hier que j'ai su la vérité. Parce que quand tu arrives, parce que le docteur a été obligé de m'expliquer. Le médecin, le ministre de la Santé. Il est arrivé à la frontière, les dames sont sorties, ils ont laissé les enfants dans la voiture, ils dormaient. On les a pas dit, mais docteur, il a dû ouvrir la voiture et contrôler tout le monde. Si on avait pris la température des enfants là, ils ne seraient pas rentrés. Mais si vous voulez, bon, les choses peuvent arriver, on peut commettre des erreurs involontairement. Donc, un médecin peut se tromper sans lever de gants, c'est sur le visage. C'est ce qui arrive à l'infirmière. Ça, c'est les gestes instinctifs. Vous essuyez bien, vous grattez. Mais quand vous avez des gants, vous allez toucher le malade. Ça vous infecte. Mais est-ce que c'est sa faute? Non, c'est un geste naturel que tout le monde peut faire.
Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire guinéen, il n'y a que 60 cas confirmés dans les hôpitaux et 49 suspects sur l'ensemble du territoire. Le monsieur qui est ici, il est venu de Sierra Leone par Madi Daoula. Il était à qu'on a dit qu'il est malade. Il a fui, il est venu. Ça, c'est notre manque de vigilance. C'est pourquoi nous avons décidé désormais de sensibiliser les gens. Aucun contact ne peut quitter sa préfecture tant qu'il n'a pas fait les 21 jours. Lorsque j'ai mis le thermomètre de détection à la frontière avec la Sierra Leone, mais on m'a dit attention, vous pouvez prendre la température de quelqu'un normal, lui je l'ai appelé développer la maladie. Ils ont convoqué toutes les compagnies aériennes et les médecins. J'ai dit bon maintenant, je vais donner le nom de tous les contrats d'aéroport. Ils ont dit ah non, violation du secret médical. Je dis mais qu'est-ce qui est important pour moi? Que les gens n'amènent pas la maladie. Bon, finalement on s'est mis d'accord, ce qu'ils appellent secret médical partagé. C'est-à-dire on a mis un centre à l'aéroport, donc seuls les médecins ont la liste des cas. Mais tous les jours, les compagnies aériennes leur donnent leur liste de passagers. Et s'ils voient qu'il y a quelqu'un qui veut voyager, qui a un cas, qui n'a pas été suivi pendant 21 jours, il ne peut même pas rentrer dans l'hôpital. Mais ça, on ne va pas faire de la publicité, parce qu'on va faire peur aux gens. Mais il faut que je vous dise, entre nous, je ne vais pas dire d'aller sur les radios pour dire ça. Si vous dites ça, c'est vous qui avez dit, c'est pas moi. Bon. Donc, on a pris ces mesures. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas quelqu'un quitte la Guinée et 8 jours après, il a développé la maladie. Je suis président en exercice de Fleuve Mano. Je ne peux pas dire en Guinée c'est mieux. Non, je dois défendre les 3 pays. Je dis seulement, tant qu'il y a un cas d'Ebola en Guinée, en Sierra Leone, en Bolivie, on n'est pas sorti de la galère. Mais je dis aussi aux gens, hier, Samantha Faye m'a parlé pendant 1 heure. Je lui ai dit, je ne veux pas que les Guinéens aient des désavantages sans des avantages. Vous dites que ça va mieux en Guinée. Je veux bien que vous aidez plus le libérer à Sierra Leone, mais je ne veux pas que la Guinée soit victime. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit on ferme, c'est la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Les gens se disent, en Guinée ça va mieux. Donc on est victime. Alors si vous donnez 50 millions à Sierra Leone, il faut vous donner 40, pas 10. Donc on est tombé d'accord. Il m'a dit, quand je suis parti à l'Union européenne, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé avec le président Hollande ce matin. Donc j'ai dit, je veux bien que vous construisez 15 centres de santé en mode. Mais chez moi, il faut construire 8, 9, 10. Ce que nous sommes en train de faire. On n'avait que 2 centres, Conakry et Massanta. Conakry, ça a été une erreur. En mettant le centre à Donka, c'était une erreur. Pourquoi? On n'a plus de gens qui meurent de palu, de diarrhée, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Donc ça a été une erreur d'avoir mis le centre là-bas. C'est pourquoi on a commencé à construire ça à côté de l'ambassade des États-Unis pour envoyer des laboratoires là-bas. Pour que sinon, le palu tue plus que l'Ebola. Et s'ils ne vont pas à l'hôpital. Ensuite, il faut que tous les hôpitaux de Conakry puissent suivre des gens. Dès que vous venez, vous avez 38, mais même si vous avez la grippe ou pas avoir 38 degrés, il faut qu'eux, ils gardent le malade. Dès qu'ils disent allez à Donka, le monsieur a peur. Alors que vous pouvez le garder. Ce qui arrive avec l'infirmière qui est partie en France, elle avait 36,5 ici. Elle a eu le rhume dans l'avion, elle a eu 38. Panique générale. On a eu de vol. La première, elle avait 37. Donc, si dans les hôpitaux, un malade vient, vous prenez sa température, vous le gardez pour savoir si c'est la fièvre ou c'est le rhume. Si c'est pas ça, maintenant, vous l'envoyez. Donc, nous avons aujourd'hui 3 obligations, nous, le gouvernement. Le premier, c'est la sensibilisation. Si la population ne collabore pas, on n'a qu'à tout faire, on ne réussira pas. Nous avons dit aussi, nous allons faire la sensibilisation. Mais si un village résiste, nous allons envoyer la force. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens bloquent, qu'on ait accès aux malades. Mais nous espérons que la sensibilisation suffira. La deuxième, c'est de couper la chaîne de contamination. C'est-à-dire, ne pas accepter qu'on vienne nous contaminer. C'est pourquoi, à plus d'un centre de traitement, nous allons faire 60 centres. On a appelé ces centres-là centres de transit. Mais quand la Croix-Rouge française est venue, ils ont dit non, centre de transit, ce n'est pas le bon mot. Il faut dire centre de prise en charge. Parce qu'il y a les frontières normales où vous passez. Mais il y a des pistes. On a compté, quand nous, de Nouvelle-Sierra, on a 60 pistes. Donc on va mettre déjà toutes ces pistes. Aujourd'hui, on a une chance. Le centre atomique en France a trouvé un système de contrôle. En 15 minutes, vous pouvez savoir si quelqu'un est positif ou pas. Au lieu d'attendre que CDC dise, j'ai dit envoyez tout. On va essayer. Donc, on a fait venir ça maintenant. Donc, on va voir ça à ces 60 coins. Chaque fois que quelqu'un vient, s'il est positif, on commence tout à le soigner. Mais si vous commencez dès les premiers jours, il a 80% de chances de guérir. Mais c'est quoi le voilà, c'est pas un miracle. Vous faites l'hydratation, parce qu'il manque l'hydratation un peu. Vous donnez les médicaments contre la diarrhée et vous donnez les antibiotiques, c'est tout. Donc, dès ce moment-là, on peut commencer et l'envoyer le lendemain
au centre de traitement. Maintenant, si le négatif, par précaution, on envoie la chose au centre où il y a un appareil plus perfectionné pour une contre-expertise, pour ne pas se tromper. Voilà le milieu que nous avons pris. Donc, personne ne partira de Guinée pour amener la maladie quelque part. Pour amener, il faut être contact. Mais c'est pourquoi on ne peut voyager. Donc, mais il faut que nous suivions les contacts à 100%. Si on suit à 95%, les 5% qui restent peuvent développer la maladie. Donc, nous avons aujourd'hui l'obligation d'assurer la communication pour assurer la population qui collabore, de couper la chaîne de contamination et d'assurer le suivi des contacts à 100%. Dieu merci, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'argent pour l'Ebola. Le gouvernement nous a dit, faites tous les centres que vous voulez, nous allons payer. Tous les besoins médicaux, on va payer. Non, on n'a pas de problème aujourd'hui. Mais, j'ai exigé que l'argent qui doit être donné à la Guinée soit donné à la Guinée. Pas à l'OMS, à qui que ce soit, non. La BAD a donné 500 millions de dollars à l'OMS. La Guinée a reçu combien? 500 000 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc j'ai dit à tous, si vous donnez à la Guinée, vous donnez à la Guinée. Mais puisque vous pensez que les gouvernements africains sont corrompus, voilà. Moi je décide, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ensuite, l'UNICEF paye et donne la facture à la Banque mondiale. Donc la Guinée ne vend même pas un dollar. Mais personne ne va décider à ma place ce que je veux faire. Ensuite, j'ai dit à l'OMS, surveiller la logistique. Si la coordination dit, j'ai envoyé un pick-up au médecin à Kamsa, l'OMS doit nous confirmer effectivement que le médecin l'a reçu pour que ça ne parte pas au travail. Une fois que j'ai assuré cette transparence complète, personne ne va décider à ma place. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, l'argent de la Guinée, vous laissez à la Guinée, et c'est lui qui décide qu'est-ce que nous voulons. Donc nous avons besoin d'ambulance. Nous disons blanc. Nous avons besoin de ceci. Personne ne décide à notre place. Mais après, on les laisse acheter. Pour construire les centres, c'est le PAM qui va superviser. Je suis d'accord. Mais le PAM ne va pas choisir n'importe qui. On choisira l'entreprise ensemble. Et on suivra. D'ailleurs, pour faire mieux, j'ai décidé de prendre un cabinet de contrôle KPGM. Parce que si moi je vais être transparent, il faut que tout le monde soit transparent. Donc il faut que KPGM contrôle tout le monde. Tu as réussi combien? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on doit contrôler tout le monde. Parce que nous on peut détourner l'argent, nous aussi peut détourner l'argent. Donc j'ai mis un système de garantie totale. Parce que je ne veux pas que les citoyens américains payent pour nous aider, que les citoyens français payent pour nous aider et que ça aille autre part. Et aussi j'ai dit à l'Union européenne, il faut dire la vérité. Quand vous dites 500 millions, c'est pas vrai. Dans les 500 millions là, vous recensez tout ce qui a été fait avant. Les gens vont croire qu'on nous a donné 500 millions. J'ai dit, va vous expliquer devant les journalistes. Il faut dire la vérité. Pour la France aussi, ce sont mes amis. Mais quand ils disent tant, mais il y a ceux qui nous annulent la donation de la dette qui était consacrée à l'agriculture 10 millions, on envoie ça à la santé. Mais ce n'est pas d'argent nouveau. Vous nous dites aussi, qu'est-ce que vous nous donnez de nouveau et qu'est-ce qu'il y a un transfert. Il ne faut pas que les gens croient que vous m'avez donné 70 millions, quand vous m'avez donné que 10 millions. Par contre, quand la Banque mondiale me donne, la Banque mondiale me donne. Christine Lagarde, on se trompe, mais j'ai dit, madame, vous nous aidez beaucoup. Mais ce n'est pas inédit, 100 millions, ce n'est pas inédit. C'est un prêt constitutionnel. On va rembourser. Donc il faut dire, nous avons fait un prêt. Quand vous dites une aide, tout le monde va croire que vous avez donné l'argent. Donc je veux que chacun soit transparent dans ce qu'il fait. On va dire, ah, la Guinée a eu beaucoup d'argent, mais ce n'est pas vrai. Par contre, la Banque mondiale, le président de la Banque mondiale, on nous avait une chance. C'était un médecin. Il y a 20 ans avec son ami Palmer, ils ont créé une ONG. Ils ont dit, la façon dont vous soyez les malades, c'est pas comme ça, il faut aller vers le malade. Soros a financé l'ONG. Il y avait la tuberculose beaucoup en Union soviétique, ils sont partis sur la tuberculose là-bas. Le médecin les a critiqués. Les médecins sont les a critiqués. Ils ont eu ici. Ensuite, ils ont été à Haïti soigner le sida. Donc lui, il sait qu'il faut aller vers les malades. La chance que nous avons, c'est que quelqu'un comme ça soit à la tête de la Banque mondiale. On a dit c'est un médecin. Alors pourquoi il va dire la Banque mondiale? Mais aujourd'hui, il m'a dit, président, vous pouvez me téléphoner n'importe moment pour vous conseiller. Parce qu'on s'est rencontré à Davos. Lorsque Bill Gates et le bonhomme m'ont invité pour me soutenir dans mon combat pour récupérer le chemin de 1 et 2. Il a vu ma position. Depuis ce jour-là, il dit vraiment, moi je vous soutiens. Quand je lui dis je suis un militant, il m'a dit moi aussi je suis un militant. Donc on est des militants ensemble. Donc on mène le même combat. Palmer dit des militants, on mène le même combat. Quand Charles est venu, le directeur général de USAID, il a dit moi aussi je suis militant. Il dit donc, on est les 4 mousquetaires. Le président de la Banque mondiale, moi, Palmer et vous. Et l'ambassadeur des États-Unis a dit bon, comme Charles est le plus jeune, c'est lui d'Artagnan. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 mousquetaires pour combattre le voilà. Comment voulez-vous qu'on ne réussisse pas?
il faut que je vienne vous dire ça. Et vous remerciez d'être resté. Vous avez eu confiance, vous restez. Le ministre est venu. Mais l'Ebola, c'est une guerre. Ce n'est pas la guerre civile. Hein. Donc certains ont parlé, il n'y aura jamais de guerre civile en Guinée. Il n'y aura jamais de coup d'État. Dans les Guinéens d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Mais ceux qui nous ont fait confiance, qui sont restés, il faut que je vienne les remercier. Mais je vais exiger aussi de vous tous que vous annulez tous les contrats de tous les sous-traitants qui sont partis, vous annulez leurs contrats, ou je les envoie à l'aéroport et retournent. Parce qu'ils sont venus pour gagner de l'argent en Guinée, ils s'en foutent du peuple de Guinée, ils sont partis. D'accord, il y a d'autres qui feront à leur place. Tous les gens qui sont pas nous ont abandonnés, si vous les gardez, mais j'ai le bloqué à l'aéroport, ils vont les fixer. C'est moi le président. Il y a un dans l'aéroport qui rentre pas, il rentrera pas. Donc j'ai dit à vos compagnies à Paris, vos sous-traitants qui sont partis, ils veulent retarder. Il y a d'autres qui veulent venir, vous rompez les contrats avec eux, signer avec d'autres. Si vous ne le voulez pas, vous êtes libre, vous êtes en train de privé. Je ne vais pas vous obliger. Vous êtes en train de privé. Voilà. Donc, je suis venu vous remercier et vous rassurer, vous expliquer la situation en Guinée. L'Ebola, on n'attrape pas en l'air. On attrape l'Ebola ici, le malade est à son stade final. Là aussi, c'est le sang, la sueur et la salive. L'Ebola aujourd'hui, c'est un grand malheur pour nous. Mais moi, je suis musulman. Dans le Coran, comme dans la Bible, on dit, quand Dieu veut éprouver ta foi, il t'envoie le malheur. Si tu es dans ta foi, le bonheur vient après. Quelle que soit la durée de la nuit, il y aura le jour, il y aura l'aube. L'Ebola aujourd'hui, c'est une malchance pour nous. Mais on va la transformer en chance. Ça dit, ça va nous permettre d'enfoncer notre système de santé. Nous avons demandé 5 CHU, centres hospitaliers universitaires. Un à Conakry, un dans les capitales régionales. Un hôpital dans chaque préfecture. Là, il y a des hôpitaux, nous faisons leur rénovation. Là, il n'y en a pas, on construit. Donc, dans toutes les pays de Guinée, il y aura maintenant un hôpital d'ici. Ce n'est pas à court terme, à court moyen terme. Pour que maintenant, ils n'ont plus besoin d'aller à Conakry. À chaque sous-préfecture, il y aura un dispensaire. Donc, aujourd'hui, les bailleurs de fonds sont prêts à nous accompagner. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait la capacité nous-mêmes de décrire n'importe quelle maladie. L'Institut Pasteur est là. Ils ont signé un accord avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Ils vont créer un centre ici. Ils vont former nos chercheurs ici en France. Donc d'ici quelques années, on aura des médecins, chercheurs capables de traiter n'importe quelle maladie. Aujourd'hui, c'est l'Ebola. Demain, ça peut être une autre maladie. Et ensuite, être capable de soigner. Donc, ensuite, nous allons changer beaucoup d'habitudes. Aujourd'hui, tout le monde se lave les mains. Donc, il y a moins de choléra. Il faut qu'on continue. Pas à mettre de l'eau de javel. Mais la saleté est à la base de beaucoup de maladies. Donc, il faut que les Guinéens, ces bonnes habitudes qui commencent à prendre là, il faut continuer à le prendre. Serrer les mains, c'est des histoires. C'est pas parce que vous serrez la main, quelqu'un vous arrive à l'Ebola. Vous serrez la main. Il n'est pas malade. Même s'il est contact, vous serrez la main. Après, vous mettez une chose. C'est fini. Il ne faut pas mystifier. Créer de la panique inutile. C'est pourquoi je suis venu vous voir. J'ai serré la main des gens ici. Pourquoi je vais avoir peur? Mais après, par contre, je ne vais pas aller toucher un malade. Une fois qu'il est des cas confirmés, on ne doit plus le toucher. Mais un contact peut devenir maladie comme il ne peut pas le développer. Mais dès qu'il a un peu de fièvre, ça n'est pas dit qu'il va avoir l'Ebola, mais c'est possible qu'il ait l'Ebola. C'est pourquoi on l'isole, le suivre, et dès qu'il a tout le monde, si on voit des signes, on commence tout ça à le soigner. Voilà ce que je suis venu vous expliquer. Parce que CNN ne parle que de libéral, on va croire qu'on ramasse les gens dans la rue. Moi, je n'ai pas fermé les écoles. Tout le monde a passé les examens. La France a ouvert l'école, les États-Unis ont ouvert. Pourquoi moi, je n'ai pas ouvert? La France a une seule école, les États-Unis une seule école. Mais moi, j'ai des écoles dans tout le pays. Il faut que je m'assure que dans toutes les écoles de Guinée, on a pris les mesures pour que personne ne puisse rentrer à l'intérieur s'il y a une fièvre. C'est pourquoi je retardé. On n'a pas reporté. On a reporté le temps de mettre ces mesures en place. Donc, quand je vais avoir des thermomètres, ils vont tout, on va l'ouvrir. Peut-être d'ici 15 novembre, on va ouvrir. Parce que si jamais on ne fait pas ça, si elle est finie, c'est la catastrophe. C'est pourquoi nous avons reporté l'ouverture. On dit, ah, pourquoi la France a ouvert? Mais c'est une seule école. C'est facile de construire une seule école. Mais moi, j'ai des écoles primaires, j'ai des écoles secondaires, c'est l'université. Il faut que je j'assure la même structure là que la France à l'école française et les États-Unis à l'école américaine. Ou les Libanais à l'école libanaise, c'est une seule école. Voilà pourquoi nous, on n'a pas ouvert. Et ce n'est pas inédié. Donc, je suis venu vous rassurer, d'abord vous remercier et vous expliquer la situation en Guinée. Je reproche à l'OMS et aux autres de faire une campagne qui n'a pas de sens. Quand on dit que la France a 20% de gens d'avoir du... Il faut voir où. La conséquence, on isole les gens, après on se rend compte qu'il n'y a rien. On amène à l'hôpital encore qu'il n'y a rien. Mais c'est une psychose.
Donc, il faut que nous changions la façon de communiquer. Il faut que nous changions la façon de communiquer. C'est pourquoi nous avons pris en main tout en Guinée. Nous avons une coordination qui est mise en place. Et on a 13 coordinateurs régionaux. Chacun a le pouvoir total. Il peut mobiliser la gendarmerie sans demander l'avis du haut commandant. Il peut mobiliser l'armée, il a le pouvoir total. Autant Sakoba a le pouvoir national, il n'a pas de ministre des Finances ni rien. S'il n'a pas une décision à 11h, il prend 11h. Il ne sait avoir la signature. À ce niveau-là, il a tous les pouvoirs. Et les coordinateurs des 13 ont le même pouvoir. C'est-à-dire, là où il peut réquisitionner n'importe qui, l'armée, la police, la gendarmerie, le sous-préfet, tout le monde. S'il dit fais ça, tu fais. Donc ça nous permet d'avoir une unité de décision et surtout une unité d'action. Maintenant, la communication, c'est très important. Nous sommes en train de travailler avec l'organisation internationale pour dégager ce qu'il faut dire. Mais le message, c'est bien, mais le porteur du message, c'est plus important. Si quelqu'un vient ici à Kamsa, c'est un soulard, personne ne le prend au sérieux, personne ne connaît le message. Donc, on doit sélectionner les gens qui vont porter des messages. Vous savez, les gens veulent faire du commerce. Tout le monde crée des ONG, parce qu'ils veulent dans l'art pour aller, mais ils perdent leur temps. Aucune ONG, on donne des ONG à personne, je ne vérifie pas. Tu connais comme ça? Oui, d'accord, j'ai téléphoné comme ça. Dans tel village, si personne ne connu, si tu n'es pas connu, tu n'auras pas un franc. Si tu es connu, tu veux t'écouter, tu vas. Donc, il ne faut pas vous perdre de temps, créer des ONG, n'importe comment, pendant que vous avez de l'argent. Vous perdez votre temps. Personne n'aura d'argent, c'est comme ça. Les ONG qui reçoivent l'argent, j'exige qu'on m'envoie la liste, je vérifie. Moi, c'est un intellectuel. Tout ça m'envoie, je lis. Pourquoi je connais mieux la situation des ministères que les ministres? Parce que les cadres m'écrivent, ils savent que je lis tout. Quand j'ai mené campagne, j'ai dit, on ne gagne pas pour partager un gâteau, non. Moi, j'ai pris 4 engagements. Lutter pour les pauvres, pour qu'ils soient moins pauvres. D'abord, les femmes. Parce qu'en Guinée, c'est les femmes qui supportent tout. Quand ça va mal, l'homme émigre, la femme ne peut pas, il faut qu'elle reste aux enfants. Les paysans, les jeunes. Voilà l'engagement qui est pris. Je n'ai pas dit je vais prendre des ministres à Boko, à Kamsa, à Kankan ou à Labé. Les gens qui disent il y a combien de ministres, c'est leur problème. Je suis venu pour travailler pour les pauvres. Les sociétés minières, moi je ne compte personne. Mais honnêtement, nous avons la moitié des œuvres fossiles du monde. Nous n'avons qu'une seule petite usine d'aluminium. Afrique, est-ce que c'est normal? Nous avons le fer le plus riche au monde. Depuis l'indépendance, on n'a pas sorti une tonne. Est-ce que c'est normal? Les autres ont signé des contrats léonins. Moi, j'ai dit, je revois tous les contrats. La Guinée est le seul pays qui a publié tous les contrats miniers sur Internet. Ma seule m'a condamné à mort. Je suis pas mort. Quand ça me met en prison 2 ans et demi, je me suis bâti 50 ans pour un objectif qui est de servir le peuple de Guinée. Donc, tous les contrats qui ne sont pas corrects, je veux si votre contrat est correct, je ne dis rien. S'il y a des choses qui manquent, on négocie. Si c'est contre les intérêts de la Guinée, si c'est obtenu par corruption, j'annule. Voilà, c'est tout. Donc, ceux qui ont fait confiance à la Guinée, qui sont restés, il faut que je vais les remercier. Nous voulons collaborer avec toutes ces structures minières. Mais nous voulons une coopération gagnant-gagnant. Vous n'êtes pas l'armée du salut. Vous ne venez pas vous venez pour gagner de l'argent. C'est tout à fait normal. Mais en gagnant de l'argent, il faut que aussi ça développe la Guinée. Voilà ce que je demande à toutes les sociétés, qu'elles soient minières, pétrolières ou autres. Mohamed.